Après avoir vendu mon entreprise pour 30 millions d'euros, je voulais clore ma vie professionnelle avec une fête intime, pour finalement ouvrir la porte à un cauchemar à glacer le sang. Juste au moment où nous allions lever nos verres, j'ai surpris ma belle-fille en train de verser discrètement un liquide transparent dans une flûte à champagne ébréchée, celle que j'utilise depuis des années. Mon cœur s'est arrêté, mais j'ai continué à sourire. Quand personne ne regardait, j'ai échangé mon verre avec celui de sa mère, puis je suis restée là, calme, et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, sa mère écumait de la bouche et s'effondrait sur le sol en pierre, le fracas du verre brisé résonnant comme un verdict. À partir de ce moment, j'ai su que ce n'était pas seulement une personne qui était tombée. Le destin de ma belle-fille avait été scellé par le piège même qu'elle n'avait jamais vu venir. Si vous écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je suis Hélène Dubois, 70 ans, et je viens de vendre le cabinet de conseil en stratégie que j'ai passé 40 ans à construire. 30 millions d'euros, un chiffre qui donne le vertige à la plupart des gens. Mais pour moi, c'est la somme de la jeunesse, du sang, des larmes et de la solitude. Je pensais mériter une petite fête pour remercier les personnes qui m'ont soutenue tout au long du chemin. Il s'est avéré que cette fête, apparemment paisible, était l'endroit où quelqu'un avait prévu d'écrire mon dernier adieu. C'est mon fils David qui a proposé la fête. « Maman, célébrons ça correctement », a-t-il dit, la voix sincère, ses yeux bruns s'illuminant comme quand il était enfant. « Karine s'occupera de tout. » J'ai souri, ne voulant pas gâcher l'humeur de David, même si quelque chose me tracassait. Karine, la femme de David, n'a jamais été du genre à s'occuper des tâches ménagères. Une femme qui considère que charger le lave-vaisselle est indigne d'elle était soudainement désireuse de jouer les hôtesses, planifiant chaque plat, chaque bouquet, chaque bougie elle-même. Ce soir-là, notre maison familiale brillait comme pour un gala d'été. Environ 30 invités, des amis, d'anciens partenaires, quelques voisins proches. La lumière se reflétait sur les verres en cristal et le plateau en marbre de la table, donnant à l'ensemble une atmosphère à la fois élégante et chaleureuse. Je portais la robe bleu marine que David m'avait offerte l'année dernière et le collier de perles de mon défunt mari, Gérard. Je me sentais en paix jusqu'à ce que je voie Karine m'observer depuis le bar. Elle souriait, un sourire doux auquel je n'ai jamais cru. Alors que les invités levaient leurs verres, je me suis retournée et j'ai vu Karine sortir une petite bouteille ambrée de son sac à main. J'ai tout de suite su que ce n'était pas du parfum. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis a rapidement versé quelques gouttes d'un liquide transparent dans la flûte à champagne ébréchée, celle que moi seule choisis toujours lors des fêtes. À cet instant, mon cœur s'est serré. Les rires, la musique, le tintement des verres, tout est devenu lointain. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas laissé tomber mon verre. J'ai juste regardé. Tout dans ma tête s'est mis en place selon un plan préétabli. Si elle osait faire ça ici, devant des dizaines de personnes, c'est qu'elle croyait que je ne vivrais jamais assez longtemps pour le raconter. J'ai souri, faisant semblant d'écouter l'histoire d'un ancien collègue sur l'entreprise. Quand Karine s'est détournée juste assez longtemps pour ajuster son collier, j'ai discrètement échangé mon verre avec celui de sa mère. Lorraine Perrin se tenait près du buffet, sac à main à la main, cherchant quelqu'un avec qui discuter. Lorraine est gentille, naïve, étourdie, et essaie toujours de paraître plus raffinée qu'elle ne l'est. Elle n'a pas remarqué quand j'ai posé le verre, juste à côté de son sac. 10 minutes plus tard, alors que le toast commençait et que les verres se levaient, j'ai regardé Lorraine prendre une gorgée et dire « Un goût délicieux, Hélène. Tu as commandé ça quelque part de spécial ?»
Je n'ai pas eu le temps de répondre. Elle s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés. Son visage est devenu blême. Puis elle s'est effondrée sur le sol en pierre. Le verre s'est brisé avec un craquement sec au milieu de la panique. De la mousse blanche a commencé à perler au coin de sa bouche. Les gens se sont précipités. Quelqu'un a crié. « Appelez le SAMU !» Karine a hurlé en lassant sa mère. « Maman! Oh mon Dieu! Que quelqu'un l'aide !» Elle pleurait comme si son cœur s'était brisé, tremblante, frénétique. Une performance parfaite. Et David, mon fils, était désemparé. Mais j'ai vu ses yeux se tourner vers sa femme pendant une fraction de seconde. Un regard rapide, plein de peur et de complicité silencieuse. Je me suis agenouillée à côté de Lorraine et j'ai senti son pouls faiblir. Le chaos tourbillonnait autour de moi et je ne pensais qu'à une chose. Si je n'avais pas vu ça, ce serait moi qui serais sur ce sol. Quand les ambulanciers sont arrivés, je me suis reculée, parfaitement calme. Karine s'accrochait à sa mère, sanglotant, les mains collantes de champagne, répétant « Elle s'est juste effondrée. C'était si soudain. » J'ai étudié son visage. Pas une seule vraie larme. David m'a prise à part, la voix tremblante. « Maman, peut-être que tu devrais te reposer. Ça doit être un choc pour toi. » J'ai souri doucement. « Je vais bien, mon chéri. J'ai vu pire. J'ai survécu au champ de bataille de l'entreprise, où chaque poignée de main peut être un couteau. Ce soir était différent seulement parce que le couteau était tenu par la famille. Alors que l'ambulance emportait Lorraine, Karine est restée dans son rôle, la fille dévastée. Mais pour moi, tout était clair. Quand les gyrophares se sont estompés, je suis restée sur le seuil de la porte, un frisson me parcourant l'échine. Pas de peur, mais parce que je savais que je venais d'être prévenue. Karine n'est pas seulement une belle fille désagréable, c'est une meurtrière ratée. Je suis rentrée et je me suis versé un verre frais d'une bouteille non ouverte. Dans le miroir, mon visage était calme, mais mes yeux avaient changé. Je ne suis plus la mère douce pour laquelle il pouvait décider. Je suis Hélène Dubois, la femme qui a un jour sauvé une entreprise de l'effondrement avec un seul contrat. Cette fois, je sauverai ma propre vie en commençant la partie selon mes propres règles. J'ai écrit quelques lignes dans le carnet en cuir sur mon bureau. Ce que Karine a versé ce soir n'était pas seulement du poison. C'était une preuve. Et je transformerai cette preuve en sa condamnation. Dehors, le vent nocturne faisait bruire les érables, murmurant un avertissement. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fermé la porte et j'ai souri. Ma fête de retraite était terminée. Mais une autre partie, celle de la survie et du jugement, venait officiellement de commencer. L'ambulance a déchiré la nuit. Ses lumières rouges et bleues tranchant le verre de la villa, comme des couteaux découpant les derniers lambeaux d'une fausse paix. Je suis restée là quelques secondes, regardant les gyrophares s'éloigner sous la rue bordée d'arbres. Puis j'ai attrapé mon manteau et mon sac à main. Je savais que si je les laissais partir sans moi, toutes les preuves disparaîtraient avant le matin. Karine sanglotait toujours sur le porche, mais ses yeux étaient secs. David se tenait à côté d'elle, son téléphone vibrant sans arrêt, me jetant des regards furtifs, le regard de quelqu'un qui cache quelque chose. « Je vais monter dans l'ambulance !» ai-je dit d'un ton égal. Karine s'est retournée brusquement, le souffle coupé. « Pas besoin, maman. David et moi irons. Tu es fatiguée. Rentre chez toi et repose-toi. » J'ai souri, un sourire léger comme l'air. Lorraine est une connaissance proche. Elle s'est effondrée chez moi. Je suis responsable. David est intervenu, la voix un peu trop suppliante. « Maman, s'il te plaît, laisse-nous gérer ça. » C'est probablement juste une petite réaction allergique. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Sous son calme apparent se cachait la panique.
Ils ne voulaient pas de moi à l'hôpital parce qu'ils avaient besoin de temps pour couvrir une erreur. Plus de discussions, ai-je dit en prenant mes clés. Je vais les suivre en voiture. Ils se sont tous les deux figés. Je me suis retournée et je suis partie avant qu'ils ne puissent répondre. L'hôpital Sainte-Marie se trouve à la périphérie de la ville, ses lumières pâles de couloir se reflétant sur le carrelage froid. L'odeur d'antiseptique se mêlait aux fleurs fanées à l'accueil. Je me suis assise dans la salle d'attente des urgences, les bras croisés, observant tranquillement. Karine ne pleurait plus. Elle se tenait à l'écart, les mains tremblantes, mais ses yeux balayaient la pièce, craignant de manquer un détail. David était assis à quelques pas, les doigts entrelacés, son téléphone vibrant toujours, mais il ne décrochait pas. Chaque vibration ressemblait à un battement de cœur arythmique dans le silence. La porte des urgences s'est ouverte. Un médecin d'âge moyen est sorti, son badge indiquant Dr Martel. « Madame Perrin se stabilise », a-t-il dit, calme mais sur ses gardes. « Nous suspectons un empoisonnement par une plante, des signes d'un alcaloïde dans son sang. » J'ai penché la tête. Ce qui signifie que quelqu'un a probablement mis quelque chose dans son verre. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a fait un petit signe de tête. Nous ne pouvons pas encore le confirmer, mais les signes sont forts. Ce composé ne se trouve pas naturellement dans la nourriture. J'ai entendu l'inspiration forte et effrayée de Karine. « Impossible, ce doit être la salade ou le fromage », a-t-elle balbutié. Le docteur Martel a simplement pris une autre note. Nous allons envoyer des échantillons pour analyse. Nous saurons bientôt. J'ai posé une main sur ma poitrine et j'ai poussé un petit soupir de soulagement. Heureusement qu'elle n'a bu que quelques gorgées de champagne. Si ça avait été plus... Karine est devenue pâle. La panique a traversé son visage. Puis, elle a baissé le regard. David évitait de me regarder, moi ou le médecin. Il a hoché la tête, la voix fausse. « Merci, docteur. Nous voulons juste que ma belle-mère aille bien. » « Bien sûr, » ai-je dit doucement, mais dans mon esprit, chaque mot et chaque geste étaient enregistrés comme une preuve vivante. Quand ils ont sorti Lorraine des urgences, je me suis approchée. Elle était pâle mais respirait, les bras parsemés de marques de perfusion. J'ai doucement repoussé ses cheveux. Karine est restée en arrière, ne voulant pas s'approcher. Ses lèvres étaient pincées, ses yeux vagues. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête alors qu'elle cherchait une stratégie de sortie. « Elle a besoin d'être observée toute la nuit », a dit le médecin. « Nous la garderons pour des examens complémentaires. » J'ai hoché la tête. « Bien, je resterai ici avec elle. » David est intervenu immédiatement. « Non, maman, rentre chez toi et repose-toi. Karine et moi resterons. » J'ai souri à mon fils. Ce sourire, celui qui lui donne l'air d'un enfant pris en train de mentir. « David, as-tu oublié ? » Je ne pars jamais avant qu'un contrat ne soit signé. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Finalement, il a juste hoché la tête. Cette nuit-là, dans la salle d'attente de l'hôpital, je me suis assise avec un vieux magazine tout en gardant les oreilles ouvertes. Vers minuit, Karine est sortie pour passer un appel. Je l'ai suivie à distance et me suis arrêtée à quelques mètres derrière un paravent de plantes artificielles. « Non, je te l'ai dit, le verre avait une petite ébréchure. Ça ne pouvait pas être une erreur, » a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Le docteur a dit « alcaloïde ». Je ne sais pas comment c'est arrivé. Peut-être qu'ils ont mélangé les échantillons. Silence. Il est toujours calme. Mais et si elle se doute de quelque chose ? J'en avais assez entendu. De retour à ma place, j'ai sorti mon stylo et j'ai écrit dans le carnet en cuir. Karine a dit « il est toujours calme ». Cela signifie que David sait qu'ils sont complices.
J'ai fermé le livre, je me suis adossée et j'ai expiré lentement. Pas de rage, pas de peur, juste de la certitude. J'étais au milieu d'une chasse et j'étais la proie qu'il venait de perdre de vue. Près de l'aube, le médecin a dit que Lorraine était hors de danger immédiat, mais qu'elle avait besoin de plus de surveillance. En entendant cela, Karine s'est couvert le visage et a éclaté en sanglots, comme si elle était rachetée. Dans ses yeux, je n'ai vu qu'une chose, la peur d'être démasquée. David s'est approché, la voix douce à l'excès. « Maman, pourquoi ne rentres-tu pas te reposer? Je resterai avec ma belle-mère. Nous avons beaucoup de choses à gérer demain. » J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital, où la première lumière touchait le parking vide. « Non, je viendrai avec vous, » ai-je dit d'un ton égal. « Quelqu'un a failli mourir chez moi. Si la police pose des questions, j'ai besoin des détails. » David a serré les lèvres. « Pas besoin, maman. Je leur parlerai. » « Très bien, » ai-je dit. « Mais souviens-toi de ça, ils demanderont pourquoi elle a bu dans le verre ébréché, celui que moi seul utilise. Ne sois pas décontenancé quand ils le feront. » Il s'est figé. Juste une seconde, mais c'était suffisant. Je me suis retournée et je suis sortie avant qu'il ne puisse répondre. De retour à la maison, la lumière matinale filtrait par la fenêtre, baignant la cuisine où tout avait commencé. Les verres avaient disparu, mais une légère tache de champagne marquait le comptoir en pierre. Je n'avais pas besoin de la police scientifique pour savoir. Karine avait fait nettoyer la scène par quelqu'un. Je me suis versé un verre de vin rouge d'une bouteille fraîchement ouverte, l'odeur du vin s'élevant dans l'air froid du matin. Je me suis assise, j'ai ouvert le carnet en cuir et j'ai écrit la première ligne de la guerre que j'étais sur le point de déclencher ce soir. Ils ont fait la plus grosse erreur de leur vie. J'ai fait une pause, écoutant le tic-tac de l'horloge murale. Ce n'était plus le temps qui passait. C'était un compte à rebours, car moi, Hélène Dubois, qui ai survécu à des dizaines de transactions impitoyables, avait commencé à recalculer chaque mouvement, chaque piège, chaque traître sous mon propre toit. Et quand ce jeu se terminera, il n'y aura qu'un seul vrai survivant. Je n'ai jamais cru que la cupidité pouvait pousser quelqu'un à renoncer à son humanité, jusqu'à ce que j'en devienne la cible. Après cette nuit à l'hôpital, je n'ai pas pu dormir. La lumière de la lampe se déversait sur la page ouverte, où ma dernière ligne brillait encore d'une encre fraîche. Ils viennent de faire la plus grosse erreur de leur vie. Je suis restée assise là longtemps, écoutant le tic-tac de l'horloge. Le vent sifflait à travers le cadre de la porte, puis j'ai versé un peu plus de vin. En 70 ans, j'ai affronté des adversaires bien plus rusés que Karine. Des gens qui jouaient sur l'orgueil, la confiance, même la maternité. Mais personne n'avait été assez imprudent pour s'en prendre à ma vie. Et pire, cette fois, c'était la famille. J'ai pris le chéquier dans le tiroir et j'ai feuilleté les pages. L'encre était encore vive. L'écriture soignée. 15 000 € pour la rénovation de la cuisine en 2019. 25 000 € d'investissement temporaire dans le cabinet d'architecture de David en 2020. 50 000 € pour aider à acheter la maison à Villeneuve. Des dizaines de petites sommes, les frais de scolarité de ma petite fille, des cadeaux d'anniversaire, de l'aide pendant une période difficile, s'élevaient à près de 200 000 €. Et ce n'est que ce pourquoi j'ai des papiers. Il y a eu d'innombrables appels où la voix de David est étendue. « Maman, j'ai besoin de quelques milliers d'euros pour payer les salaires. C'est juste temporaire. » J'ai viré l'argent encore une fois, sans demander pourquoi. Quelle mère ne veut pas croire que son fils traverse juste une mauvaise passe? Maintenant, en regardant ces chiffres froids, je voyais clairement. Je n'aidais pas. Je finançais leur dépendance à l'argent. Karine n'a jamais vraiment travaillé. Elle tient une petite boutique de bijoux dans un centre commercial, ne vendant que quelques pièces par mois,
mais se vantant constamment de revenus en plein essor. À chaque visite, elle portait quelque chose de neuf, un bracelet en diamant, un sac Hermès, des talons Louboutin, et David, le garçon qui dessinait autrefois des maisons avec un crayon, était devenu un homme enseveli sous les dettes, acquiesçant à chaque suggestion de sa femme. J'ai commencé à creuser discrètement. Quelques vieux amis dans la finance me devaient des faveurs. Il a fallu une matinée pour avoir une vue d'ensemble des finances de mon fils et de ma belle-fille. La maison de Villeneuve avait été refinancée 3 fois en 4 ans. 2 voitures de luxe, une BMW et une Mercedes, encore à crédit. 4 cartes de crédit au maximum, avec des soldes totaux de plus de 80 000 €. David a également contracté un prêt bancaire commercial en utilisant sa propre entreprise comme garantie. Même si l'entreprise est presque en faillite, j'ai regardé le rapport le cœur lourd. Plus de doute, il s'enfonçait dans un gouffre de dettes sans fond. Et moi, la mère confiante et généreuse, j'étais leur dernière source de financement. Le lendemain matin, alors que la lumière était encore faible, le téléphone a sonné. Karine s'est affichée à l'écran. J'ai décroché. « Bonjour, maman. » Sa voix était mielleuse, comme si elle ravalait sa panique. « Je voulais juste te demander, comment te sens-tu? De la fatigue ou des vertiges? » J'ai siroté mon café et j'ai répondu d'un ton égal. « Non, je me sens mieux que jamais. » Silence pendant quelques secondes, puis un rire forcé. « Je suis juste inquiète après la nuit dernière. N'importe qui serait secoué. » « Bien sûr, » ai-je dit doucement. Heureusement que Lorraine n'a bu qu'un peu. Si ça avait été mon verre, tu parlerais à la police aujourd'hui. Je l'ai entendu déglutir. Sa voix s'est brisée. Tu penses que c'était le champagne? Je ne pense rien, ai-je dit, et j'ai raccroché. L'air dans la maison est soudainement devenu lourd. Je me suis tournée vers la cuisine et je me suis arrêtée devant la bouteille de champagne, encore aux 3/4 pleine sur le comptoir. Le verre captait le soleil du matin, paraissant innocent, mais je savais qu'à l'intérieur se trouvait la vérité. J'ai soigneusement mis des gants, j'ai glissé la bouteille dans un sac en plastique et je l'ai placée dans un tiroir séparé du réfrigérateur. À partir de maintenant, ce n'était plus une boisson, c'était une preuve. Assise dans mon bureau, j'ai rejoué chaque petit détail. Les yeux de Karine, ses mains tremblantes quand elle m'a vue à l'hôpital, l'empressement de David à me faire rentrer me reposer. Il n'y avait plus de doute. Ils avaient mal calculé. Ils pensaient que je serais naïve, que je mourrais tranquillement, et que je laisserais un patrimoine de 30 millions d'euros à partager proprement selon l'Ancien Testament. Mais ce qu'ils ne savaient-ils pas, c'est que je n'ai jamais quitté l'échiquier avant la fin de la partie. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai examiné les documents de vente. Le virement était intact sur mon compte bancaire, non investi, intouché. Je me souviens que David avait dit « Maman, laisse-moi t'aider à gérer ça. C'est beaucoup d'argent. Tu devrais te détendre. » J'avais souri à l'époque, pensant que mon fils se souciait vraiment de moi. Avec le recul, c'était un piège. Karine voulait le contrôle de l'argent. David voulait me garder à portée de main, et je jouais encore la mère douce qu'il pensait pouvoir manipuler. Ce midi-là, je suis allée au supermarché du quartier pour quelques courses, une excuse pour marcher et réfléchir. On dit que la vieillesse apporte la peur de la solitude, peut-être. Mais je n'ai pas peur d'être seule. J'ai peur de faire confiance à la mauvaise personne. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans une petite boutique de photocopie tenue par un de mes anciens employés. J'ai besoin de faire dupliquer quelques documents, ai-je dit en posant une enveloppe scellée sur le comptoir. Il a levé les yeux, me reconnaissant. Cela semble important, Madame Dubois. Appelons ça une mesure de précaution, ai-je dit avec un mince sourire.
De retour à la maison, j'ai ouvert la porte et j'ai senti que la maison n'était plus familière. Un endroit autrefois rempli de rire était maintenant silencieux et froid. J'ai regardé autour de moi. La cuisine, le salon, les escaliers, chaque coin gardait un souvenir. Mais maintenant, ces souvenirs étaient assombris par la trahison. Je me suis versé un autre verre de vin, je me suis assise à table et j'ai cliqué sur mon stylo. David doit de l'argent à la banque. Karine dépense comme une reine. Maison refinancée 3 fois. 2 voitures de luxe impayées. Carte de crédit en retard. Dette sur dette. Ils ne peuvent pas attendre que je meure naturellement. Ils ont choisi le chemin le plus court et le plus stupide. J'ai fermé le carnet, ma poitrine se refroidissant. Quand j'étais jeune, j'ai perdu une affaire parce que j'ai fait confiance au mauvais partenaire. J'ai juré que je ne laisserai plus jamais personne me tuer avec ma propre confiance. Cette fois, ce n'est pas le marché. Cette fois, c'est le champ de bataille familial. Au coucher du soleil, la maison a été baignée d'une douce lueur orangée. Je me tenais près de la fenêtre, regardant mon reflet dans la vitre. La femme dans le miroir avait des cheveux d'argent et des yeux fatigués, mais derrière eux se trouvait une clarté absolue. J'ai posé ma main sur le carnet en cuir et j'ai murmuré comme un vœu. Ce n'est plus une suspicion, c'est une campagne de survie. Karine pense peut-être qu'elle a gagné une petite manche, mais elle a oublié que j'ai survécu à des gens 100 fois plus intelligents qu'elle. Et quand cette pièce se terminera, celui qui quittera la scène ne sera pas moi. Le lendemain matin, je me suis rendue en ville, dans le familier bâtiment en briques rouges de la rue de l'Érable. Le bureau de Thomas Chevalier, mon avocat depuis plus de 20 ans. C'est celui en qui j'ai une confiance absolue. Discret, méticuleux, toujours 3 longueurs d'avance. À l'intérieur, une odeur de café et de vieux cuir des fauteuils Chesterfield flottait dans l'air. La lumière filtrant par de grandes fenêtres sur des piles de dossiers bien rangés. Chevalier a levé les yeux en me voyant entrer, la surprise et l'inquiétude se lisant sur son visage. « Hélène » a-t-il dit, d'une voix chaude et mesurée. « Cela fait un moment que vous n'êtes pas passé à l'improviste. Que se passe-t-il » Je me suis assise, j'ai enlevé mes gants et j'ai croisé son regard. « Thomas, j'ai besoin de votre aide. Et cette fois, il ne s'agit pas de contrat ou de capitaux propres. Il s'agit de ma vie. » Il a fait une pause, puis a posé son stylo. « Racontez-moi. » Je lui ai tout raconté. Chaque détail. La fête, la flûte ébréchée, la main de Karine versant le liquide transparent, le regard ébranlé de David, Lorraine s'effondrant sur la pierre. Je n'ai rien omis. Quand j'ai eu fini, la pièce est devenue silencieuse. Chevalier a posé ses mains sur le bureau, réfléchissant intensément. « Vous êtes certaine d'avoir vu Karine mettre quelque chose dans le verre ?»« Je ne doute pas de mes yeux, Thomas, » ai-je dit, d'un ton froid et ferme. « Mais je sais aussi que si j'accuse sans preuve, on me considérera comme paranoïaque. » Il a hoché la tête. « C'est exact. Vous ne pouvez pas accuser de tentative de meurtre sans preuve chimique. La bouteille de champagne. Vous l'avez toujours ? » « Elle est dans un tiroir séparé du réfrigérateur. Personne ne l'a touchée. »« Bien. Cependant, » a-t-il ajouté en levant les yeux, le regard devenant sérieux, « je crains que cela ne s'arrête pas là. S'ils sentent votre suspicion, ils pourraient pas passer à une attaque juridique. » J'ai froncé les sourcils. « C'est-à-dire ? » « Ils peuvent demander au tribunal votre mise sous tutelle en prétendant que vous êtes incompétente en raison de votre âge ou de problèmes de mémoire. Alors, tous vos biens, y compris ces 30 millions, seraient contrôlés par le tuteur. Et devinez vers qui le tribunal se tournerait en premier ? J'ai compris immédiatement. David. Chevalier a hoché la tête. Avec votre très rusée belle-fille derrière lui.
Je me suis adossée, entendant mon propre battement de cœur, non pas de peur, mais de colère. J'ai combattu des PDG tristement célèbres, j'ai été poursuivie en justice pour forcer une baisse de prix, j'ai été menacée de faillite, mais personne n'a jamais osé me qualifier de mentalement inapte. Je ne les laisserai pas faire, ai-je dit, la voix rauque de retenue. Et vous ne serez pas seul, a répondu Chevalier. Il a ouvert un carnet en cuir, a écrit quelques lignes, puis a levé les yeux. Nous avons besoin d'une stratégie à 3 niveaux. Frapper directement, défendre fermement et laisser une empreinte juridique indélébile. Premier niveau, évaluation mentale indépendante. Vous avez besoin d'une évaluation de capacité par un psychiatre chevronné, a dit Chevalier. Pas leur hôpital, une clinique indépendante. L'évaluation doit être notariée et scellée. Si quelqu'un prétend plus tard que vous êtes incompétente, nous aurons une preuve officielle datée d'avant. J'ai hoché la tête. Je vais le faire maintenant. J'enverrai une copie à vous et à la banque de gestion d'actifs. Deuxième niveau. Mettre à jour le testament et créer une fiducie. Chevalier a sorti un dossier du tiroir. Votre ancien testament fait toujours de David l'héritier principal. Cela ne devrait pas rester ainsi. Je recommande une fiducie. Les actifs ne sont distribués que sous les conditions que vous fixez. Par exemple, une petite allocation annuelle et une déchéance totale au profit d'une œuvre de charité si le bénéficiaire commet un crime ou fait l'objet d'une enquête criminelle. J'ai esquissé un mince sourire. Approprié à notre situation? Exactement. Nous ajouterons également une clause. Si quelqu'un tente de vous faire déclarer incompétente, la fiducie annule automatiquement leur héritage. C'est le deuxième niveau. La chaleur est revenue dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais en contrôle. Troisième niveau. Système de sécurité personnelle. Vous vivez seul, n'est-ce pas? A demandé Chevalier. Oui. Alors nous avons besoin d'une entreprise de sécurité professionnelle. Je connais une équipe qui travaille avec des personnes âgées fortunées. Caméra, détecteur de mouvement, un bouton de panique directement relié à la police. Ils peuvent aussi tester périodiquement la nourriture et les boissons. Si quelqu'un essaie une deuxième fois, il n'y parviendra pas. Je l'ai regardé, la faible lumière des fenêtres touchant le visage de l'homme qui m'avait aidé à traverser des dizaines de procès, et qui maintenant élaborait un plan pour me maintenir en vie. Je n'aurais jamais pensé, ai-je dit doucement, que mes 70 ans commenceraient par me protéger de mon propre enfant. Chevalier a fermé son carnet, la voix calme. Hélène, ne laissez pas les émotions vous guider. Les gens tuent de nombreuses manières, avec un couteau, du poison ou même le silence. La seule façon de survivre est d'y faire face. Nous sommes restés 2 heures pour finaliser les documents préliminaires. J'ai signé chaque page, Nouveau Testament, directive médicale, une procuration financière limitée, le tout notarié sur place. Chevalier a dit qu'il enverrait des copies au coffre-fort de la banque et à la société de gestion d'actifs le matin même. Alors qu'il posait le stylo, j'ai vu mon reflet dans la table de conférence en verre. Une femme aux cheveux d'argent, le visage marqué par le temps, les yeux brillants, froids, inébranlables. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je lui ai serré la main. « Merci Thomas, j'avais peur, mais plus maintenant. » Il a souri, le regard ferme. « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Eux, si. » Dehors, une brise d'automne agitait les érables aux couleurs changeantes. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture, sentant quelque chose à la fois d'étrange et de familier monter en moi. Le sentiment de me battre pour moi-même. En m'installant dans le siège du conducteur, j'ai regardé dans le rétroviseur. La femme qui me fixait n'était plus une vieille dame fragile. C'était quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien. Et cette fois, elle se préparait pour la plus grande contre-attaque de sa vie. Le lendemain matin,
Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. La lumière du soleil se glissait à travers les rideaux blancs et se posait sur le parquet brillant, à l'endroit même où David jouait quand il était petit. Aujourd'hui, cette maison n'était pas un refuge, c'était une forteresse. À 8 heures précises, l'équipe de sécurité que Thomas Chevalier avait recommandée est arrivée. 3 hommes en uniforme gris clair ont travaillé avec soin, sans bavardage. Ils ont installé de nombreuses caméras à chaque entrée, dans le couloir et dans le salon. Des détecteurs de mouvement ont été discrètement dissimulés derrière des tableaux encadrés et des bibliothèques. Dans la table basse, ils ont placé un bouton de panique, caché sous la surface en bois. Une seule pression enverrait une alerte directement à la police. Toutes les données sont envoyées sur un cloud privé. Seul vous y avez accès, a dit le technicien en chef, la voix basse et calme. J'ai hoché la tête, j'ai signé le bon de travail et je les ai regardés remballer. Dans la maison silencieuse, seules les feuilles du porche chuchotèrent dans le vent. J'ai touché le bouton caché sous la table. Un sentiment de sécurité teinté d'amertume. À 70 ans, je n'aurais jamais pensé avoir besoin de ce système pour me protéger de ma propre famille. Cet après-midi-là, un coursier du bureau de Chevalier a apporté une épaisse enveloppe estampillée d'un sceau rouge. Je me suis assise à mon bureau, les mains tremblant légèrement en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait mon Nouveau Testament, les documents de la fiducie et mes directives médicales. Tout était finalisé, signé et dûment certifié. Chaque page était à la fois un soulagement et un crève-cœur. J'ai lu lentement, m'arrêtant à la distribution des actifs. David Dubois, une allocation fixe de 50 000 € par an, à vie, non transférable. Karine Dubois, aucun héritage d'aucune sorte. Le reste, y compris tous les comptes, actions, biens immobiliers et produits de la vente de l'entreprise, est destiné au Fonds national de recherche contre le cancer et à l'organisation de soutien aux victimes d'abus financiers des aînés. J'ai soupiré, non pas de regret, mais parce qu'une mère avait enfin coupé le dernier fil de l'illusion. Je me suis murmuré « Mon fils, je te donne encore assez pour vivre, mais plus assez pour faire du mal à qui que ce soit. » Cet après-midi-là, j'ai appelé David et Karine pour les inviter à prendre le thé. J'ai gardé ma voix légère, comme si je voulais apaiser l'atmosphère. Karine s'est immédiatement illuminée. « C'est merveilleux, maman. J'allais justement apporter des macarons. Nous avons tous besoin d'une petite pause après ces jours tendus. » J'ai souri au téléphone. « Exactement, ma chérie. Peut-être qu'il est temps que nous parlions franchement, pour une fois. » Avant leur arrivée, j'ai préparé du thé à la menthe et ajouté quelques biscuits au beurre sur le plateau. Sur la table, entre la théière en porcelaine blanche et les tasses en cristal, j'ai placé un dossier bleu, une copie non scellée du Nouveau Testament, sans le sceau rouge, mais suffisante pour marquer le coup. Je voulais tester leur réaction. Quand la sonnette a retenti, j'étais prête. David est entré le premier, essayant d'agir de manière décontractée. Karine a suivi, robe à fleurs, maquillage léger et soigné, mais les lèvres un peu sèches. Elle a forcé un sourire en me voyant. « Tu as l'air en pleine forme, maman, » a-t-elle dit. « Quel soulagement de te voir mieux. »« Merci, ma chérie, je vais bien. » ai-je répondu en servant le thé. Nous nous sommes assis autour de la table. Le silence était si tendu que le bruit de la cuillère contre la tasse semblait fort. J'ai souri doucement et j'ai lancé la phrase comme si de rien n'était. Au fait, j'ai mis à jour mon testament et les papiers juridiques hier. La cuillère a glissé de la main de David avec un petit tintement qui a résonné à mes oreilles. Karine s'est figée, sa tasse suspendue en l'air. « Le testament ?» a-t-elle demandé avec un sourire crispé. « Penses-tu que c'est nécessaire ? Tout va bien comme ça ?»« Bien sûr, mais je ne rajeunis pas. Je veux juste que tout soit en ordre. »
David a pris la parole, essayant de garder sa voix stable. Alors, as-tu beaucoup changé de choses? Je les ai regardés, toujours aussi détendus que si nous parlions du temps. Pas grand-chose. Je pense juste que certains endroits ont plus besoin d'aide. J'ai choisi quelques œuvres de charité fiables. Ils se sont regardés, la panique traversant leur visage trop rapidement pour être dissimulée. J'ai vu la main de Karine pincer l'ourlet de sa robe. L'air s'est épaissi. Puis, comme si elle lisait un script, Karine a retrouvé son sourire et a parlé de ce ton mielleux et faussement doux. « Maman, je comprends que tu veuilles faire quelque chose de significatif, mais David et moi, nous inquiétons vraiment que tu vives seule comme ça après ce qui s'est passé. N'as-tu pas peur ?» J'ai siroté mon thé, calme. Non, cette maison est pleine de souvenirs. Je m'y sens plus en sécurité que n'importe où ailleurs. Mais si quelque chose arrive, qui le saurait? A coupé David. Nous en avons parlé. Peut-être que tu devrais envisager un endroit comme le Bel Âge. Ce n'est pas une maison de retraite, maman. C'est une résidence de villégiature pour seniors, avec du personnel médical, de la sécurité, tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Karine a enchaîné en douceur. Exactement, maman. Ils ont un terrain de golf, un spa, des programmes artistiques. C'est comme un hôtel 5 étoiles. La seule chose, c'est que pour obtenir une bonne place, il y a des frais, aide d'entrée d'environ 400 000 €. Mais ne t'inquiète pas, nous nous occuperons des formalités. J'ai penché la tête, feignant la réflexion. 400 000 €, ça semble raisonnable pour des gens qui prévoient d'y rester pour toujours. Le sourire de Karine s'est figé. David s'est raclé la gorge et s'est agité. Nous voulons juste que tu sois en sécurité. Après ce qui est arrivé à Madame Perrin, nous ne voulons rien de pire. Oui, ai-je dit doucement, les yeux posés sur leur tasse. Rien de pire? Ils m'ont tous les deux regardé, mais je me suis contentée de sourire et de lever ma tasse, mettant fin au sujet. La conversation avait une apparence paisible, mais chaque regard portait une mèche. Quand ils se sont levés pour partir, Karine m'a enlacée, son parfum écœurant de douceur, au point d'être faux. « Je suis contente que tu sois ouverte à l'idée du bel âge, » a-t-elle dit. « Nous ne voulons que ce qu'il y a de mieux pour toi. » Je lui ai tapoté légèrement l'épaule. J'y réfléchirai. Les grands projets demandent du temps. Son sourire est resté crispé. David a gardé les yeux baissés. Ils sont partis en silence. J'ai fermé la porte et, au lieu de retourner dans le salon, je me suis dirigée vers le petit panneau de contrôle sur le mur. Sur l'écran de la caméra, je les ai vus près de la voiture, dans l'allée. Le vent soulevait l'ourlet de la jupe de Karine, mais son visage était orageux. Elle pointait un doigt vers David, parlant rapidement. Il a secoué la tête et a frappé du poing le volant. Ils se disputaient assez fort pour que je puisse lire les mots sur leurs lèvres. « Tu avais promis qu'elle signerait. Tu m'as menti. » « Moins fort. Les voisins peuvent voir. » Je les ai regardés et je n'ai plus ressenti de douleur, seulement quelque chose de froid et de définitif. Ils n'étaient pas pleins de remords. Ils avaient peur de perdre. À l'écran, la voiture a finalement franchi le portail. Alors qu'ils partaient, j'ai regardé les images de la caméra et j'ai vu 2 personnes qui avaient prétendu m'aimer se chamailler comme des complices ratés. Je n'ai pas ressenti de joie, seulement du soulagement. Et vous, si vous étiez à ma place et que vous voyiez cette vérité nue, que ressentiriez-vous en premier? De la douleur ou du soulagement? Dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que nous trouverons la réponse ensemble. Je me suis rassise et j'ai touché la tasse encore chaude. Une pensée m'a traversé l'esprit, nette et tranchante comme une lame. Ils me croient faible,
Mais la seule chose de faible dans cette maison, c'est leur honnêteté. J'ai souri légèrement. La partie ne faisait que commencer. 3 jours après ce thé, une fine pluie est tombée. Le ciel était drapé d'un gris argenté, comme une toile matinale sur les toits. Je relisais les documents de la fiducie quand la sonnette a retenti. Sur la caméra, j'ai vu Lorraine Perrin, la mère de Karine, debout sous l'auvent dans un imperméable froissé, le visage pâle, les yeux incertains. J'ai ouvert la porte. « Mon Dieu, Lorraine !» ai-je dit doucement. « Vous ne devriez pas être dehors comme ça. » Elle a esquissé un faible sourire, les lèvres gercées. « Je devais venir. J'ai besoin de vous parler en privé, Hélène. » Je l'ai fait entrer et je lui ai préparé un thé au gingembre chaud. À la lumière, je pouvais voir qu'elle avait maigri, avec des demi-lunes sombres sous les yeux, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Ses mains tremblaient autour de la tasse. « Qu'a dit le médecin ?» ai-je demandé. « Empoisonnement léger, » a-t-elle dit, la voix s'étranglant. « Il suspecte une substance étrangère, un alcaloïde, mais Karine m'a dit que c'était juste une réaction à des compléments vitaminés. Je l'ai étudié. La croyez-vous ?» Lorraine a secoué lentement la tête. « Non, je me souviens de quelques petites choses, Hélène. Je me souviens avoir tenu le verre de champagne, avoir goûté quelque chose d'étrange, d'amer, de métallique. Plus tôt, je l'ai vu à la table des boissons avec une petite bouteille ambrée à la main. Je n'y ai pas pensé jusqu'à ce que je me réveille à l'hôpital. » La pièce est devenue silencieuse. La pluie tambourinait sur les avant-toits comme un métronome. J'ai posé ma tasse et j'ai croisé son regard. « Lorraine, je vais dire quelque chose et j'ai besoin que vous restiez calme. » Elle a dégluti et a serré la tasse. « Allez-y. » Ce champagne était à l'origine le mien. J'ai vu Karine y verser quelque chose de transparent et j'ai échangé nos verres. Lorraine s'est raidie. Son visage a blêmi, puis a tremblé. Une larme est tombée et s'est écrasée sur la table comme une goutte de pluie sur une vitre. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Elle voulait vous tuer et moi ? J'ai failli mourir à votre place. » J'ai hoché la tête, la voix basse. « Je sais, et je suis désolée, Lorraine. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle agisse dans une pièce bondée, mais parce qu'elle l'a fait, j'ai vu son vrai visage. » Elle a secoué la tête, les larmes coulant. « Je suis sa mère, Hélène. Je lui ai donné naissance. Je l'ai élevée. Je pensais qu'elle était juste avide, pas capable de meurtre. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé dire ces mots de ma propre fille. » J'ai posé une main sur son épaule. « Ce n'est pas votre faute. Mais si nous restons silencieuses, elle continuera. La prochaine fois, ce sera peut-être moi ou quelqu'un d'autre. » Elle m'a regardée, la douleur se durcissant en résolution. « Que voulez-vous faire ? » « Je veux exposer Karine avec la vérité et des preuves. Pas seulement pour me protéger, mais pour l'empêcher de faire du mal à qui que ce soit d'autre. » Je me suis levée et j'ai pris un carnet en cuir dans le tiroir. Sur la page la plus récente, j'avais écrit quelques lignes concises. Mobile de Karine, financier. David, complice passif. Preuve, bouteille de champagne. Témoignage de Lorraine. J'ai levé les yeux. Témoignerez-vous si nécessaire ? Lorraine a regardé la pluie strier la vitre. Après un long moment, elle a hoché la tête. Je ne peux plus la couvrir. Elle doit faire face à ce qu'elle a fait. Si vous avez besoin de moi, je témoignerai. Ces mots ont fendu le silence comme le tonnerre. Mon nez a piqué, non pas de peur, mais de la certitude soudaine que je n'étais plus seule. Cet après-midi-là, après le départ de Lorraine, je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé Noémie Pilon, un nom que Thomas Chevalier avait mentionné. Noémie est une détective privée
qui a travaillé avec de grandes entreprises, spécialisées dans le blanchiment d'argent et la fraude financière. Quand elle a répondu, sa voix était rauque et nette. Investigation Pilon. Ici, Hélène Dubois. Thomas Chevalier m'a référé. J'ai besoin d'une enquête financière sur mon fils David et sa femme Karine. Elle n'a pas demandé pourquoi. Pouvez-vous m'envoyer leurs adresses, toute information de compte ou entreprise qu'ils ont possédée? J'ai tout. Ils sont endettés et j'ai besoin de savoir ce qu'ils ont caché. Je veux chaque prêt, chaque carte de crédit, chaque contrat, chaque police d'assurance vie, surtout tout ce qui porte mon nom. Noémie a répondu rapidement. Compris. Donnez-moi 48 heures. Je le trouverai. Ce soir-là, un SMS de Lorraine est arrivé. J'ai parlé au médecin. Il a confirmé que ce qui était dans mon sang ne pouvait pas être une vitamine. Je suis prête, quand vous le serez. Je l'ai lu et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pour la première fois depuis cette fête fatidique, l'espoir avait une forme. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit « Une alliée est apparue et je ne me bats plus seule cette fois. » Lorraine, témoin. Noémie, enquêtrice. La contre-attaque prend maintenant forme. Cette nuit-là, un vent fort a balayé le toit, et le grattement des feuilles sèches le long du porche ressemblait à quelqu'un qui chuchotait dehors. J'ai éteint les lumières et je me suis tenue près de la fenêtre, regardant la cour. Les pins noirs étaient immobiles dans l'obscurité. La pluie scintillait sous le lampadaire. Je me suis souvenue du visage de Karine ôté, des yeux calculateurs derrière le mascara, de la voix douce comme du miel mêlé de poison. Il fut un temps où j'ai essayé de l'aimer pour David. J'ai cru un jour que si l'on était assez généreux, les gens changeraient. Mais certaines personnes, plus on leur pardonne, plus elles pensent avoir le droit de vous trahir. Maintenant, je n'ai plus de place pour cette douceur. Je laisserai la justice parler pour moi. Avant de me coucher, j'ai vérifié les flux des caméras. L'angle du porche latéral montrait la vieille voiture de Lorraine alors qu'elle partait, sa silhouette petite mais stable sous la pluie. Une chaleur m'a envahi, un sentiment que je pensais avoir perdu depuis longtemps. La confiance. J'ai éteint l'écran, j'ai posé le carnet en cuir près du lit et j'ai murmuré « Merci Lorraine, nous terminerons ceci selon les termes de femmes qui ont été sous-estimées mais qui savent comment se relever. » Dehors, la pluie continuait de tomber, chaque goutte sur le toit en tuiles comme un battement de tambour pour une nouvelle bataille. Et en moi, la peur a cédé la place au calme de quelqu'un prêt à porter le premier coup. Le lendemain matin, j'ai appelé David, ma voix légèrement tremblante, comme celle d'une mère fatiguée. « As-tu le temps pour le déjeuner ? J'aimerais manger avec toi à l'ancien endroit. » L'ancien endroit était la Pinède, le petit restaurant au bord du lac où David m'avait emmené dîner après sa remise de diplôme. À l'époque, c'était un garçon doux, aux yeux brillants et aux grands rêves. Je voulais revoir cette version de lui, ou du moins lui faire croire que je la voyais encore. Le restaurant n'avait pas changé. Des tables en chêne, de vieilles peintures de paysages au mur, l'odeur de soupe aux champignons dans l'air. David est arrivé à l'heure, en chemise grise et veste en cuir marron, essayant de masquer la fatigue que ses cernes trahissaient. « Tu as appelé si soudainement, je me suis inquiété, » a-t-il dit, un mélange d'attention et de méfiance dans la voix. J'ai souri légèrement. « Ce n'est rien. J'ai juste repensé à quelque chose. Peut-être que tu as raison. J'ai besoin de repos. Je ne peux pas vivre seul pour toujours. » Ses yeux se sont levés, une lueur d'espoir. « Tu veux dire que tu envisages le bel âge ?» J'ai hoché la tête en sirotant mon thé. « Oui, j'ai regardé quelques photos. Ça a l'air paisible. Peut-être que j'ai besoin d'un endroit comme ça pour être tranquille. »
David s'est illuminé. Je le savais. C'est génial là-bas, maman. J'ai un ami qui les a conseillés. Très professionnel. Laisse-moi t'envoyer leur site web. Il a sorti son téléphone, a tapé rapidement, puis m'a envoyé le lien vers la résidence pour retraiter le bel âge. L'image principale était une pelouse verte, des seniors souriants au bord d'un lac. Une paix si parfaite qu'elle semblait fausse. « Je peux aider avec les formalités », a dit David, plein d'énergie. « Juste quelques formulaires. Tu n'auras pas à t'inquiéter. » J'ai esquissé un sourire de circonstance et j'ai posé ma main sur son poignet comme une mère émue. « Tu es vraiment un fils dévoué. Je crains juste que les formalités soient compliquées. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un de plus jeune pour s'en occuper. » David a sauté sur l'occasion. « Alors laisse-moi m'en occuper. » En fin d'après-midi, alors que la lumière déclinait, David et Karine se sont présentés à ma porte, tenant un dossier de près de 5 cm d'épaisseur dans une couverture en cuir marron. Ils ont dit qu'ils venaient de sortir d'un bureau de conseil en placement pour seniors. Karine a souri, jouant le rôle d'une belle fille serviable, guidant une aînée confuse. « J'ai tout apporté pour que tu signes maintenant, afin que le bel âge puisse traiter le dossier demain. Tu n'as que quelques endroits à remplir. » Je les ai conduits au salon. Ils ont ouvert la pile sur le canapé. Il y avait des formulaires d'admission, des engagements de soins médicaux, des assurances, et un épais document agrafé séparément. J'ai jeté un coup d'œil à la première page et j'ai vu le titre en gras. Procuration. J'ai levé les yeux vers David et j'ai demandé lentement. « Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais entendu dire que le bel âge exigeait ça. » Il a répondu rapidement, comme s'il avait répété. « Oh, c'est juste pour la commodité. Si tu es là-bas et que tu as besoin de quelqu'un pour gérer tes comptes bancaires ou s'occuper des factures médicales, je peux le faire pour toi. Tu n'auras pas à t'en occuper. » Je suis passée à la page 2. Mes yeux se sont arrêtés sur un paragraphe en gras. Le mandataire peut accéder, gérer, transférer, exécuter ou modifier tout compte financier, investissement, bien immobilier ou actif hérité du mandant. J'ai levé les yeux avec un mince sourire. « Mon fils, on dirait que tout ce que je possède tomberait sous ton contrôle. » Karine est intervenue, sa voix mielleuse sur de la glace. « Pas exactement, maman. C'est juste pour rassurer le bel âge. Les seniors là-bas ont généralement une procuration pour leurs enfants afin d'éviter les maux de tête plus tard. Tu devrais laisser quelqu'un de plus jeune t'aider. » J'ai souri doucement, comme si j'étais troublée. « Je comprends, mais je suis un peu inquiète si je change d'avis un jour. Pourrais-tu me rendre l'autorité ?» David a hésité une demi-seconde, puis a hoché la tête rapidement. « Bien sûr, maman, nous voulons seulement aider. Tu ne penses pas que nous voulons autre chose, n'est-ce pas ?» La question semblait légère, mais ses yeux se sont crispés. J'ai penché la tête, j'ai posé le dossier sur la table et j'ai feint la réflexion. Laissez-moi lire chaque section attentivement. Je veux juste être sûre que tout est en règle. Vous savez, j'ai travaillé sur des centaines de contrats. L'habitude de lire attentivement est difficile à perdre. Le sourire de Karine s'est pincé. « Bien sûr, mais le bel âge se remplit vite, alors le plus tôt sera le mieux. Je vais l'examiner ce soir et je vous appellerai demain, » ai-je dit, d'une voix douce mais ferme. Ils ont échangé un regard inquiet, puis se sont levés à contre-cœur. À la porte, Karine a continué de sourire. « Je sais que tu vas adorer le bel âge. Le lac est magnifique. »« Bien, » ai-je dit. « Demain, je verrai exactement à quel point ce lac est profond. » Dès que la porte s'est refermée, je suis allée directement à mon bureau. J'ai branché mon téléphone et j'ai composé le numéro de Thomas Chevalier. Il a répondu presque instantanément. « Hélène, que se passe-t-il ?» Je lui ai exposé la situation clairement, chaque détail du dossier, la procuration, la façon dont David a parlé, et surtout
L'attitude de Karine. Thomas est resté silencieux quelques secondes, puis a parlé lentement. Ils jouent à leur dernière carte, Hélène. Si vous signez, ils peuvent déplacer vos actifs hors de votre contrôle en quelques heures. Je sais, mais je dois jouer ce jeu avec leurs propres pièces. Qu'avez-vous en tête? Je veux que vous rédigiez une fausse procuration, identique en apparence à la vraie, avec un petit changement. Valeur légale de 1 euro et autorité limitée à une portée symbolique. Je la signerai devant eux. Thomas a laissé échapper un petit rire, à la fois admiratif et inquiet. Vous montez une pièce très risquée. J'ai passé ma vie dans les pièces des autres. Il est temps que j'en dirige une. Après avoir raccroché, j'ai regardé le dossier épais sur la table. Le cuir portait encore le parfum de Karine. L'odeur maintenant écœurante et dangereuse. J'ai mis des gants, j'ai photographié chaque page, chaque bloc de signature, chaque note de bas de page. Puis j'ai scellé les copies dans une enveloppe pour Noémie Pilon le matin. Dehors, la bruine brouillait les lampadaires. J'ai allumé la lampe de bureau et je me suis assise dans le silence, froide et lucide. Plus de place pour les sentiments maintenant, seulement pour les coups. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une seule ligne ferme. Ils me croient être une proie, mais le bel âge sera le leur, et la procuration, le piège. J'ai fermé le livre, éteint la lumière et laissé la maison sombrer dans l'obscurité et le silence. Seule la pluie régulière sur le porche restait, comme un compte à rebours avant une contre-attaque qui prenait forme. 2 jours plus tard, à 7 heures du matin, ma boîte de réception a signalé un message de Noémie Pilon. Objet, rapport financier. Urgent. Enquête Dubois. J'ai ajusté mes lunettes et j'ai ouvert la pièce jointe. À l'intérieur se trouvait un rapport de 14 pages, détaillé au centime près. La première ligne en gras disait « Situation financière et comportement suspect des actifs, David et Karine Dubois ». J'ai lu lentement, ligne par ligne. Plus j'avançais, plus je me sentais glacée. La maison de Villeneuve a été refinancée 3 fois en 4 ans. Dette actuelle sur les cartes de crédit, 82 400 euros. Solde bancaire disponible, 1 520 euros. Je me suis arrêtée à la section soulignée. Le 14 août, Karine Dubois a souscrit une police d'assurance vie d'une valeur de 500 000 euros. Assurée, Hélène Dubois. Unique bénéficiaire, Karine Dubois. Ma main s'est crispée sur le bord du bureau. La pièce a vacillé 1 seconde. Karine était allée aussi loin. Un demi-million d'euros sur ma mort. En dessous, Noémie avait ajouté « Paiement récurrent trouvé au docteur Calvin Rocher, gérontopsychiatre, précédemment accusé d'établir des diagnostics sur demande dans l'affaire de l'héritage Langmore en 2018. Payeur, David Dubois. » Je me suis adossée et j'ai laissé échapper un rire sec. J'ai tout compris. Il ne voulait pas seulement me faire quitter ma maison. Il voulait que je sois déclarée incompétente, légalement contrôlée, puis que je disparaisse tranquillement. Cet après-midi-là, j'ai apporté une copie imprimée au bureau de Thomas Chevalier. Il a lu en silence, tapotant la pointe de son stylo sur le bureau. Quand il a eu fini, il a enlevé ses lunettes et a expiré. « J'ai déjà vu cette pièce se jouer », a dit Thomas, la voix lourde. « Placer l'aîné dans un établissement, utiliser un faux diagnostic pour obtenir la tutelle par le tribunal. Une fois ce papier signé, c'est fini. Ils peuvent vendre la maison, vider les comptes, même piller la fiducie avant que vous ne puissiez réagir. » Je suis restée silencieuse. Le rideau bougeait dans un courant d'air. « Thomas, » ai-je dit doucement, « vous m'avez demandé si j'avais peur. Voici ma réponse. J'ai peur si je ne fais rien. » Il a levé les yeux, le regard ferme. « Alors, quel est le plan ?» J'ai posé le rapport sur le bureau, mon doigt atterrissant sur le nom du docteur. Rocher. Ils seront ici demain matin avec les contrats et la procuration.
je vais leur laisser croire que je suis piégée. Mais en vérité, j'ai croisé le regard de Thomas. C'est eux qui signeront mon piège. Un lent sourire s'est étendu sur son visage. Je devrais être présent pour assister à cela, n'est-ce pas? Bien sûr. Et je veux une personne de plus, quelqu'un qui puisse tout vérifier officiellement. À qui pensez-vous? L'inspectrice Ève Nolin, ai-je dit. Elle a travaillé sur l'affaire de fraude de la succession du lac. Elle couvre ce secteur maintenant. Thomas a hoché la tête immédiatement. Je l'appellerai. Si la bouteille de champagne est toujours conservée, c'est le moment de la faire analyser. Cette nuit-là, la maison semblait inhabituellement silencieuse. La résine de pin parfumait le couloir. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai sorti la bouteille de champagne, toujours emballée dans du plastique depuis la fête. Une fine sueur de condensation recouvrait le verre, les scellés intacts. Je l'ai posé sur la table et je l'ai fixé. Tous ces jours, cette chose muette avait été un témoin silencieux. Demain, elle parlerait. À 20 heures précises, Thomas a envoyé un SMS. Ève a confirmé. Elle sera là demain matin. Tout est prêt. J'ai répondu simplement. Bien. Ils arriveront à 9 heures. Je les inviterai à signer. Puis, j'ai posé le téléphone et j'ai allumé une petite bougie. La flamme vacillante a baigné la page du carnet où j'avais écrit « Le bel âge, le doux appât. Docteur Rocher, un couteau caché dans une blouse blanche. Mais demain matin, la justice portera une vraie blouse de laboratoire. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fait du café, j'ai allumé la lampe de bureau et j'ai lu le rapport de Noémie, page par page. Chaque chiffre, chaque transaction était une lame bien aiguisée. Et maintenant, je savais exactement où elle était dirigée. Noémie avait joint 2 photos floues. L'une de Karine rencontrant un homme aux cheveux argentés et aux lunettes dans un café près de l'hôpital, le docteur Rocher. La seconde était un reçu de virement, 2500 € envoyé par David sur le compte de Rocher, avec la note « À compte pour consultation ». Je me suis souvenu des mots de Thomas. Ils écrivent votre notice nécrologique à l'avance, Hélène. J'ai répondu doucement. Alors je vais les obliger à la lire en premier. À l'aube, j'ai enfilé un tailleur gris clair, j'ai attaché mes cheveux argentés et j'ai mis le collier de perles que Gérard, mon mari, m'avait offert. Je ne voulais pas avoir l'air d'une victime. Je voulais avoir l'air de la propriétaire de la plus grande affaire de ma vie. À 8h30, mon téléphone a vibré. Un SMS de David. Nous sommes en route. On apporte le contrat pour que tu puisses signer. J'ai souri et j'ai répondu. Bien, j'ai fait du café. On se voit à 9h. Juste après, j'ai envoyé un SMS à Thomas. Arrive 10 minutes en avance. La porte de derrière est ouverte. Et à Ève Nolin, besoin d'analyser la bouteille et d'être témoin de la transaction. 9h pile. Tous deux ont répondu. Compris. 10 minutes avant 9h, j'ai réarrangé la table du salon. 2 tasses de café et le dossier de la fausse procuration. Thomas avait préparé un jumeau parfait du vrai contrat avec un minuscule changement. Dans la section de la valeur légale, il avait soigneusement inséré « Accord symbolique d'un montant d'1 €. Nul pour toute transaction financière dépassant les limites personnelles. » J'ai posé ce dossier sur la table à côté de la bouteille de champagne soigneusement emballée. En regardant la scène, je n'ai pu m'empêcher de me souvenir de la nuit de la fête fatidique où tout avait commencé avec un verre de vin. Seulement cette fois, c'était moi qui servais. Dehors, une voiture s'est approchée. Un instant plus tard, la sonnette a retenti. Sur la caméra, David et Karine se tenaient là, bien habillés, les visages tendus entre l'empressement et la peur. J'ai pris une inspiration, j'ai redressé mon col et je me suis murmuré « C'est l'heure ». Ils pensent qu'ils sont en train de gagner, mais ce matin,
L'histoire enregistrera qui a écrit le scénario. J'ai ouvert la porte avec un doux sourire. Entrez, vous deux. Je suis prête. À 9 heures précises, ma maison était inondée de la lumière du matin. Des rayons de soleil glissaient sur la table en chêne où le dossier du bel âge était posé, net et bien rangé. L'odeur de café frais se mêlait au parfum de pain, rendant la scène paisible, si paisible qu'elle en devenait fausse. David et Karine étaient assis en face de moi. David tenait un stylo, sa main tremblait légèrement. Karine a ouvert son ordinateur portable, tapant sans arrêt, levant les yeux pour sourire de temps en temps. « Maman, es-tu sûre de vouloir faire ça aujourd'hui ?» a demandé David, la voix rauque de nervosité. J'ai souri, légère comme l'air. « Le plus tôt sera le mieux, mon chéri. Je suis fatiguée. Disons que je te fais confiance et que je veux que tu t'occupes de toutes les formalités ennuyeuses. » Karine a jeté un regard brillant à David. « Tu vois, je te l'avais dit. Maman a besoin de repos et le bel âge est parfait. » J'ai fait glisser le dossier vers eux. « Voilà, j'ai tout signé. La procuration aussi, notariée ce matin. » David m'a regardé, sincèrement ému d'une manière qui sonnait faux. « Maman, merci. Je promets que je prendrai bien soin de toi. » Il a posé le stylo sur le papier et a signé l'accusé de réception. L'encre a coulé doucement, son écriture tremblante. Karine a immédiatement saisi les informations, murmurant des numéros de compte. J'ai vu le coin de sa bouche se relever, le genre de sourire que l'on ne voit que chez les gens qui pensent avoir déjà gagné. J'ai pris une gorgée de café et j'ai dit d'un ton égal « Oh, au fait, mon avocat passe pour confirmer certains formulaires fiscaux. Ça ne prendra pas longtemps. » Karine a continué de sourire, imperturbable. « Encore mieux, les choses vont plus vite quand quelqu'un peut vérifier. » La sonnette a retenti juste au moment où je posais ma tasse. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale. 9h07. Je me suis levée, je suis allée à la porte et je l'ai ouverte. L'inspectrice Ève Nolin était là avec 2 officiers en uniforme, leurs plaques nominatives brillant au soleil. Dans sa main, une enveloppe Kraft scellée et un sachet de preuves transparent. « Bonjour, Madame Dubois, » a dit Ève, calme et ferme. « Nous avons les résultats du laboratoire de toxicologie du comté. » J'ai hoché la tête. « Veuillez entrer. C'est le bon moment. » Elle est entrée dans le salon avec les 2 officiers derrière elle. David s'est levé d'un bond. Karine s'est figée, ses doigts refermant brusquement son ordinateur portable. « Que se passe-t-il » a demandé David, la voix tremblante. « Y a-t-il un problème ?» Ève a ouvert l'enveloppe et a sorti un rapport. « Nous avons analysé le champagne fourni par Madame Dubois. Les résultats confirment la présence d'extraits de laurier rose, neurotoxiques, potentiellement rapidement mortels. » L'air s'est épaissi. Je pouvais entendre mon rythme cardiaque et l'horloge murale égrener de longues secondes. Ève a continué, la voix calme. « Notamment, parmi les verres récupérés, celui qui était ébréché, identifié par Madame Dubois comme le sien, contenait la plus forte concentration, 4 fois le niveau trouvé dans le vin restant. » Les yeux de David se sont exorbités, son visage devenant cendré. Karine s'est raidie, les mains nouées sur ses genoux. Je me suis levée et j'ai parlé à voix basse, chaque mot clair. Je l'ai vue verser un liquide transparent d'une petite bouteille ambrée dans ce verre avant le début de la fête. Et quand j'ai fait semblant de me détourner, elle a pensé que personne ne remarquait. Ève m'a jeté un coup d'œil et a fait un léger signe de tête. Elle a sorti une autre feuille et l'a tendue à Karine. Voici une copie d'une police d'assurance vie de 500 000 € sur la tête de Madame Hélène Dubois, bénéficiaire unique, Mademoiselle Karine Dubois. Police datée de 3 semaines avant l'incident. Le visage de Karine a perdu toute couleur. Elle a balbutié. Je voulais seulement...
C'était pour la sécurité. Je n'ai pas... Ève l'a coupé fermement. Mademoiselle Karine Dubois, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Les deux officiers se sont avancés. L'un a lu les droits. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation et abus de faiblesse sur personne âgée. Veuillez vous lever et placer vos mains derrière le dos. Karine s'est levée d'un bond en hurlant. Non, c'est un coup monté. Je n'ai rien fait. David, dis quelque chose. David était assis, paralysé, regardant sa femme, puis moi. Maman, a-t-il murmuré comme s'il ne pouvait pas y croire. Tu savais tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix douce mais toujours dure. Depuis la toute première seconde, mon fils. Les officiers ont menotté Karine et l'ont conduite dans le couloir. Ses cheveux dorés pendaient sans vie, son visage tordu par les larmes et la peur. Ses talons claquaient sur le marbre, des échos froids et durs sur le même sol où une autre femme s'était effondrée à cause d'une boisson empoisonnée. Juste avant la porte, Karine s'est retournée, hurlant comme si elle avait perdu la raison. « Tu paieras pour ça, Hélène, je te le jure. » La porte a claqué, coupant tout. Le silence est tombé. La lumière du matin se déversait toujours par la fenêtre, mais elle ne semblait plus pure. Elle éclairait le visage de David et mettait à nu son effondrement. Il s'est affaissé sur le canapé, la tête entre les mains, la voix brisée. « Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi as-tu laissé les choses aller si loin ?» Je me suis assise en face de lui, les yeux plus doux. « Mon fils, si je l'avais dit plus tôt, qui m'aurait cru? La police? Ou toi, l'homme qui pensait encore que sa femme était parfaite ?» David n'a rien dit. J'ai continué. « Sais-tu pourquoi j'ai échangé les verres? Parce que, à cette fraction de seconde où j'ai vu les yeux de Karine, j'ai su que cette femme n'était pas la personne que j'avais autrefois acceptée pour épouser mon fils. Elle me regardait comme un chiffre sur un bilan. Et tu l'as laissé te mener. » Des larmes sont tombées. David a baissé la tête. J'ai été stupide. Non, juste aveugle, ai-je dit doucement. Heureusement, la justice ne l'est pas. Ève s'est approchée et a posé une main sur mon épaule. Madame Dubois, merci pour votre calme et votre coopération. La bouteille que vous avez conservée est essentielle. Grâce à elle, nous avons pu arrêter Karine aujourd'hui. J'ai hoché la tête avec un petit sourire. Merci, inspectrice Nolin. Et transmettez mes remerciements à Noémie, la femme assez courageuse pour apporter la lumière dans l'obscurité. Ève a souri en retour. Nous allons continuer à creuser du côté du docteur Rocher. Il devra répondre de ses diagnostics de complaisance. Laissez la loi faire son travail, ai-je dit. Ma part, c'est le pardon, mais pas l'oubli. Quand ils sont partis, il ne restait que David et moi. Je me suis dirigée vers la fenêtre. Dehors, la brise matinale agitait les pins. Les feuilles chuchotaient comme des esprits reconnaissants, enfin libérés. David s'est approché et a parlé doucement. « Maman, je suis désolée. Je l'ai laissé te faire du mal. Je ne mérite pas. » Je me suis retournée et j'ai posé ma main sur son épaule. « Tu es toujours mon fils, mais à partir d'aujourd'hui, tu dois te retrouver. Non pas avec de l'argent, mais avec du caractère. » Il a hoché la tête, les yeux rouges. J'ai regardé la table où la fausse procuration était toujours posée, le bord du papier captant la lumière du soleil. Je l'ai prise, je l'ai déchirée lentement et je l'ai jetée dans la cheminée. Les flammes se sont élevées, vives et pures. Nous n'avons pas besoin de papier pour lier une famille, ai-je dit doucement. Si quelqu'un a besoin d'un document pour aimer, l'amour n'a jamais été ce qu'il voulait.
Dehors, les voitures de patrouille se sont estompées dans le lointain, emportant avec elles la fraîcheur du matin. Je me suis versé une autre tasse de café et j'ai regardé le feu se calmer. Au fond de la tasse, le brun foncé tourbillonnait en une spirale, comme ma vie aspirée dans un vortex de trahison, mais trouvant toujours un moyen de s'en sortir. J'ai expiré et j'ai fermé les yeux. Un chapitre sombre s'était refermé, et dans le silence, j'ai entendu ma propre voix murmurer. Il pensait pouvoir m'enterrer avec un complot. Mais je suis toujours là, lucide, libre et vivante, pour raconter ma propre histoire. Après le départ de la police, la maison est tombée dans un silence étouffant et lourd. Dehors, les sirènes des patrouilles se sont estompées dans le vent. La lumière du matin s'est répandue sur le sol comme un fin brouillard et s'est reflétée sur le visage de David. Choqué, pâle, humide de larmes. Il s'est effondré sur le canapé, les mains sur la tête, tremblant comme quelqu'un qui se réveille d'un cauchemar. « Maman » a-t-il dit doucement, la voix étranglée. « Je ne savais pas. Je pensais que c'était juste pour te faire peur et que tu signes. Je ne pensais pas qu'elle essaierait vraiment de te tuer. » Je me tenais à quelques pas, regardant le fils en qui j'avais autrefois une confiance totale. De vieux souvenirs. Le garçon courant dans la cour, le jeune homme me tenant dans ses bras après la mort de son père, ont jailli et se sont évaporés comme de la fumée. « Savais-tu ce qu'elle faisait » ai-je demandé, calme et froide. David n'a pas répondu. Je me suis approchée et j'ai tendu la main. « Donne-moi ton téléphone. » Il a hésité. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, d'une voix douce mais finale, « Veux-tu arranger les choses ou en cacher davantage ?» Finalement, David a sorti le téléphone de sa poche et l'a posé sur la table. Je l'ai pris. Son empreinte digitale a déverrouillé l'écran. Dans l'application de messagerie, des dizaines de conversations entre lui et Karine sont apparues. J'ai parcouru rapidement et je me suis arrêtée sur un fil de discussion datant de l'époque de la fête. « Karine, après ce soir, ta mère devra nous supplier. » David, ne va pas trop loin. Karine, parfois, pour obtenir la liberté, quelqu'un doit dormir profondément un petit moment. David, je ne veux blesser personne. Je veux juste que maman comprenne que j'ai aussi besoin d'un peu de contrôle. Quand j'ai fini de lire, mon cœur s'est serré, mais mon visage n'a pas changé. Que penses-tu que faire peur signifie, David ? Verser du poison dans le vin de ta mère et appeler ça lui faire peur ? Il s'est penché en avant, les larmes tombant sur ses mains. J'ai été stupide, je l'ai cru. Elle a dit qu'elle voulait seulement te faire peur pour que tu cèdes le contrôle de l'argent. Elle a dit que tu étais trop stricte, que tu ne me donnais jamais la chance de faire quoi que ce soit. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai pris le dossier sur la table et je l'ai posé devant lui. C'est le rapport de Noémie Pilon. Tout y est. L'empilement d'hypothèques, les dettes de cartes de crédit et les dépenses douteuses. Quelle partie veux-tu voir en premier ? Ses mains tremblaient en tournant les pages. Quand il est arrivé au paiement au docteur Calvin Rocher, ses yeux se sont écarquillés. Elle a vraiment payé Rocher. J'ai hoché la tête. Oui, et Rocher est un gérontopsychiatre. Elle l'a engagé pour certifier que je suis légalement incapable. Ensuite, toi, en tant qu'héritier et mandataire, tu aurais eu le contrôle total de mes biens, de tout. Compte, immobilier, actions et l'argent. De la fiducie. David s'est pris la tête entre les mains, la voix brisée. Mon Dieu, elle a dit que si un médecin signait que tu montrais des signes de démence, le tribunal ferait le reste. Elle a dit, tu es vieille. Personne ne te croira plus. J'ai parlé doucement, la voix calme et d'un froid d'acier. Tu viens de signer une procuration ce matin, tu te souviens ?
Sais-tu pourquoi je ne me suis pas opposée? Il a levé les yeux, humides. Tu l'as vraiment signé? J'ai souri, lentement. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la fausse procuration que Thomas avait rédigée. Papier épais, encre fraîche. Je l'ai posée devant lui et j'ai tapoté la minuscule ligne en bas. Accord symbolique d'un montant d'1 euro? Non valide pour les transactions financières dépassant les limites personnelles. David l'a lu, le choc se répandant sur son visage. Mon Dieu, tu nous as piégés? Non, ai-je dit tranquillement. J'ai juste joué les victimes pour qu'ils se démasquent eux-mêmes. C'est toi qui as signé, et cette signature est une preuve pour la police. Il s'est affaissé, la voix étranglée. Je l'ai laissé me contrôler. Maman, je suis désolée. J'ai posé ma main sur son épaule, bien que ma main soit encore froide. Mon fils, l'amour aveugle est une maladie difficile à guérir. Mais contrairement à elle, tu as encore une conscience. Sinon, tu ne pleurerais pas aujourd'hui. Il a levé les yeux, humides. Que veux-tu que je fasse maintenant? Assumer tes responsabilités, ai-je dit, en disant la vérité. J'ai sorti mon Nouveau Testament et les documents de fiducie notariés. Voici la clause finale que j'ai ajoutée après avoir travaillé avec Thomas. J'ai montré la ligne en italique. Dans le cas où un individu tenterait de prouver que je suis légalement incapable afin de prendre le contrôle de mes biens, l'ensemble de la succession sera immédiatement transféré à des organisations caritatives et à des fonds de recherche médicale. David s'est figé. Ses yeux sont restés sur cette ligne longtemps, comme s'il lisait sa propre sentence. « Maman, tu as ruiné ma vie », a-t-il murmuré, presque en criant. « Je n'aurai plus rien. » Je l'ai regardé, la voix basse et lente. « Non, David, tu l'as ruiné toi-même. Je t'ai seulement empêché de ruiner la mienne. » La pièce était silencieuse. Seul le vent à la fenêtre et le tic-tac de l'horloge. David fixait le sol. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Je voulais juste que tu me fasses à nouveau confiance. J'en ai marre que tu sois toujours en contrôle. Karine avait raison. Tu ne m'as jamais vue comme un adulte. Je me suis assise et j'ai soupiré. Peut-être que c'est vrai. J'ai toujours pensé que tu avais besoin d'être protégé, comme le petit garçon de 5 ans qui s'est perdu au centre commercial. Je n'ai pas réalisé qu'en te protégeant trop, je t'ai fait croire que j'étais l'ennemi. Il m'a regardée, les lèvres tremblantes. Me pardonnes-tu encore? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé les pins au loin. Le soleil tardif a percé à travers de fins nuages et s'est reflété sur la vitre. Le pardon, ai-je murmuré, est un cadeau que je n'offre qu'à ceux qui peuvent se sauver eux-mêmes. Prouve que tu le mérites. David a baissé la tête et a hoché la tête. Je vais coopérer avec la police. Leur dire tout sur Karine, sur Rocher, sur tout. Je me suis retournée et j'ai souri faiblement, pas amer, juste le sourire de quelqu'un qui a vécu trop de pertes. C'est la seule façon de recommencer. Cet après-midi-là, Thomas Chevalier est arrivé. Il a apporté de nouveaux papiers pour formaliser la déclaration de David. Quand je lui ai tendu la fausse procuration, il a souri, une trace de respect dans les yeux. « Je vous l'avais dit, Hélène, vous n'avez pas besoin de craindre une confrontation, et clairement, vous ne l'avez jamais fait. » J'ai laissé échapper un petit rire et j'ai regardé vers la fenêtre où la lumière du soleil inondait la pièce qui venait d'être le témoin de la vérité brute. Non, Thomas, je connais la peur. J'ai peur de mourir avant d'avoir pu regarder droit dans les yeux les vrais visages des gens que j'aime. Après le départ de Thomas, je me suis de nouveau assise en face de David. Entre nous, plus de dossier, plus de dissimulation, juste 2 personnes, une mère et un fils,
et ce qui restait après la tempête. David a dit doucement : « Je quitterai la ville après en avoir fini avec la police. J'ai besoin de temps pour redevenir moi-même. » J'ai hoché la tête. « Je l'espère. Et quand tu seras prêt, cette porte sera toujours ouverte. » Il a regardé autour de la maison, les yeux rouges. C'était un foyer. Je l'ai transformé en champ de bataille. J'ai pris sa main, ma voix plus douce. Tout champ de bataille peut redevenir paisible, David. Si le survivant apprend à aimer sans possession. Quand il est parti, je l'ai regardé depuis la fenêtre. Son ombre s'étirait sur le chemin d'herbe humide, s'estompant dans la lumière de midi. Je savais que je venais de perdre quelque chose, mais j'avais aussi récupéré quelque chose de plus important. La vérité. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit la dernière ligne de la matinée. Ceux qui pensaient pouvoir me tromper ne savaient pas que leur propre mensonge éclairerait chaque coin sombre. Aujourd'hui, le dernier masque est tombé. J'ai fermé le carnet et j'ai regardé les pins. Les feuilles tremblaient dans le vent comme un murmure de la nature, que la justice, bien que lente, arrive toujours à temps. 3 mois plus tard, l'automne avait touché ma petite ville avec des feuilles d'un rouge profond. L'air portait un frisson doux, teinté de bois humide et de restes de pluie. Mais dans mon cœur, il y avait un autre type de froid, le froid de la perte et des fins. Le jour du verdict, j'étais assise au 2e rang de la salle d'audience du tribunal du comté de Fairfield. Elle n'était pas grande, mais elle était bondée. Des journalistes, des voisins et des inconnus venus par curiosité. Les obturateurs des appareils photo crépitaient. Sur le grand écran suspendu dans la salle d'audience, le titre était clair : « L'affaire du champagne empoisonné ». Mon nom, Hélène Dubois, apparaissait à côté. Sous cette ligne, on voyait Karine entrer, les cheveux en désordre, les yeux vides, sa fierté d'antan disparue. Quand le juge a lu la sentence, sa voix était égale, sans émotion. Karine Dubois. La Cour vous condamne à 15 ans de prison pour tentative de meurtre avec préméditation et abus de faiblesse sur personne âgée. David Dubois, complice. 3 ans de prison pour association de malfaiteurs et recel de crime. Le marteau a frappé le bloc comme le son du passé qui se brise. Je suis restée immobile, ni heureuse, ni vengée, juste une profonde fatigue s'infiltrant dans mes os. 30 ans de maternité, à élever un enfant, à lui apprendre la décence, et à la fin, je le regardais quitter le tribunal menotté. Les journalistes se sont précipités, micro tendu. « Madame Dubois, avez-vous quelque chose à dire sur le verdict ?» J'ai répondu brièvement. « La justice a fait son travail. Le reste, seul le temps peut le guérir. » Puis, je suis sortie tranquillement. Personne ne m'a vu trembler, mais la main dans la poche de mon manteau était trempée de sueur. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel. Une voix claire et tremblante à l'autre bout du fil. « Mamie, c'est Émilie. Je sais tout maintenant. Je suis désolée. Je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais dit quelque chose. Je le jure. » J'ai fermé les yeux. Émilie, ma petite fille de 16 ans, la dernière lumière de ma famille. J'ai tenu le téléphone et j'ai écouté sa voix se briser en sanglots. Je voulais dire quelque chose de réconfortant, mais ma gorge s'est nouée. Ce n'est que lorsque j'ai entendu le petit « Je t'aime toujours, mamie » que mes larmes ont finalement brûlé. « Je t'aime aussi, Émilie », ai-je dit. Ce n'est pas ta faute. Ne pense jamais ça. L'appel n'a duré que quelques minutes, mais pour moi, il a semblé une éternité. Quand il s'est terminé, je suis restée assise longtemps, regardant les lumières dorées obliques sur la table en bois. À ce moment-là, j'ai compris que tout cauchemar, s'il est raconté, peut devenir un avertissement. Dans les jours qui ont suivi, j'ai recommencé à voir Lorraine, la mère de Karine. Elle était plus mince, plus grise,
mais sa voix était toujours douce comme le vent du printemps. Nous nous asseyions dans un petit café de coin où la lumière se déversait par la fenêtre sur 2 visages marqués par les années. Lorraine remuait son thé, la voix basse et triste. Je n'arrive toujours pas à croire que ma propre fille a fait ça. Je l'ai regardée, mes yeux s'adoucissant. Je ne pouvais pas y croire non plus, mais la vérité n'a pas besoin de notre croyance. Elle existe de toute façon. Elle a esquissé un sourire triste. Parfois, je pense que si seulement je lui avais appris à savoir s'arrêter. Peut-être que ça aurait été différent. J'ai répondu doucement. L'amour d'une mère ne peut pas sauver quelqu'un qui choisit l'obscurité, Lorraine. Mais il peut en sauver d'autres si nous avons le courage de raconter l'histoire. Elle m'a regardée, les yeux s'éclaircissant. Je veux tout écrire. Un livre sur l'abus financier des personnes âgées. Comment la famille peut se transformer en prédateur. Le ferez-vous avec moi? J'ai souri et j'ai hoché la tête. Si notre histoire peut aider quelqu'un à éviter une tragédie, alors cette douleur n'est pas vaine. Le temps a passé. La ville a retrouvé son calme, comme si aucun scandale n'avait jamais eu lieu. Mais chaque matin, lorsque j'entrais dans la roseraie, j'entendais encore des échos du passé. Les roses rouges que Gérard avait plantées fleurissaient maintenant vivement, leur parfum puissant, comme si elles savaient que j'avais repris ma liberté. Non seulement pour moi, mais pour ceux qui sont comme moi. Je m'asseyais souvent sous la pergola, la brise filtrant à travers les feuilles, avec le vieux carnet qui m'avait suivi tout au long de ce voyage. À l'intérieur, j'ai écrit « 3 mois ont passé. La justice est arrivée tard, mais elle est arrivée. David apprend à faire face à ce qu'il a fait. Karine aura assez d'années pour comprendre le prix de la cupidité. Et moi, j'apprends à vivre à nouveau. Non pas pour me venger, mais pour raconter. » Un matin, Lorraine a appelé, sa voix plus heureuse que d'habitude. « Je viens de signer avec une petite maison d'édition. Le livre s'appellera « Confiance brisée, quand la famille se retourne contre vous ». J'ai souri au téléphone. Bon titre. En fin de compte, la confiance est la chose la plus fragile, n'est-ce pas? Oui, a-t-elle dit, mais aussi la plus forte quand on la place au bon endroit. Cet après-midi-là, je suis allée dans le jardin arrière. Le coucher de soleil baignait chaque pétale de rose. J'ai touché un nouveau bouton de rose et j'ai pensé à Émilie. Elle m'envoie un email chaque semaine pour me parler de l'école et de ses amis, terminant toujours par « J'étudie le droit, mamie. Je veux protéger des gens comme toi. » Chaque fois que je le lis, une chaleur se propage en moi. J'ai réalisé que la maternité peut échouer dans une génération, mais si nous avons le courage de continuer à aimer, elle peut être rachetée dans la suivante. Le soir, je me suis assise dans le salon et j'ai regardé une vieille photo de famille. Moi, David, Karine et la petite Émilie. Nous sourions tous, la lumière du soleil d'été se déversant par la fenêtre derrière nous. Je me suis murmuré. Parfois, la vie ne nous laisse pas choisir la fin, mais nous pouvons choisir comment la raconter. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le vent sur le porche. Dans ce son, il m'a semblé entendre la voix de Gérard quelque part. « Tu es forte maintenant, Hélène? Continue de vivre, non pas pour te souvenir, mais pour éclairer le chemin. » J'ai ouvert les yeux, j'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai souri. Avant d'aller me coucher, j'ai écrit les dernières lignes dans mon journal. Je ne regrette pas de m'être protégée. Je regrette seulement que pour vivre, j'ai dû perdre celui qui m'appelait autrefois maman. Mais peut-être que la survie est la seule façon pour une mère de continuer à aimer à travers les cicatrices. J'ai posé le stylo et j'ai soufflé la bougie, laissant l'odeur de cire et de rose flotter dans l'air. Dehors,
Le ciel nocturne était d'une clarté cristalline. Les étoiles scintillaient comme les yeux d'Émilie, comme ceux de Gérard, et comme toutes les âmes qui ont traversé les ténèbres et ont quand même choisi la lumière. J'ai souri pour moi-même. Aucune obscurité n'est permanente, seulement ceux qui refusent d'ouvrir les yeux. Et ainsi, dans la maison qui avait vu des complots, des larmes et la justice, j'ai éteint les lumières et j'ai laissé une chose briller encore. La conviction que mon histoire, une fois racontée, en sauvera une autre. Un matin de mars, Thomas Chevalier a appelé. Sa voix était chaude et soulagée au téléphone. « Hélène, j'ai de bonnes nouvelles. La compagnie d'assurance a annulé la police de Karine et a remboursé toutes les primes. Et une chose de plus, la banque vient de saisir la maison à Villeneuve où David vivait. Ils n'ont pas pu la garder. » J'ai fermé les yeux et j'ai pris une longue inspiration, non pas de joie, mais parce que le dernier nœud s'était enfin dénoué. « Alors, c'est fait, Thomas ?» ai-je demandé. « C'est fait, » a-t-il dit, d'un ton calme. « Votre fiducie est également finalisée. J'ai ajouté la clause spéciale que vous aviez demandée. Si quelqu'un essaie de vous faire déclarer légalement incapable, l'ensemble de la succession est immédiatement transféré à des œuvres de charité. Personne ne peut toucher un seul centime. » J'ai laissé échapper un petit rire. Ironique, n'est-ce pas? Il pensait pouvoir voler des actifs avec des astuces juridiques, et c'est exactement la loi qui me protège. Thomas a gloussé. « La justice est du côté des esprits clairs, Hélène. Vous en êtes la preuve vivante. Ma vie est maintenant revenue à la paix. La vieille maison a été mise à jour avec un système de sécurité privée et 2 gardes qui se relaient. Chaque mois, Thomas et son équipe juridique examinent tous mes comptes et investissements. Je ne m'inquiète plus de l'argent. Je vis simplement et respire l'air des jours libres. Le matin, je m'assois près de la fenêtre, j'écoute les moineaux jacasser sur les avant-toits et je bois du café dans la tasse en porcelaine que Gérard a achetée lors de notre premier voyage ensemble. Chaque fois que l'arôme torréfié monte, il me rappelle que chaque perte peut être réparée par un éveil. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'Émilie. Mon téléphone s'est allumé, la petite ligne claire sur l'écran. « Mamie, j'ai été acceptée au programme de droit de l'Université de Paris. Je l'ai fait, comme tu en rêvais. » J'ai ri et des larmes ont coulé avant que je ne m'en rende compte. « Cette fille, » ai-je murmuré. Elle a choisi la lumière dans une histoire pleine d'ombre. J'ai répondu par SMS. « Je suis fière de toi. Apprends à utiliser la loi pour protéger les vulnérables, non pas pour condamner, mais pour guider. » En regardant le message s'envoyer, je me suis sentie légère comme une plume. C'est peut-être ça, le vrai sens de la justice. Pas seulement punir les méchants, mais semer le bien pour la prochaine génération. Ce soir-là, je suis allée au jardin. Le crépuscule est tombé doucement sur les rangées de roses que Gérard avait plantées. Après un long hiver, elles étaient en pleine floraison, cramoisies, fières et vivantes. J'ai marché lentement devant chaque parterre, ma main effleurant les pétales doux comme du velours. Pour moi, chaque rose est un témoin. Elles étaient là quand j'ai été trahie, quand j'ai reconquis la justice, et maintenant, quand j'ai choisi le pardon. Je me suis assise sur le banc en bois dans le jardin et j'ai regardé le ciel virer au violet. Les grillons chantaient au loin, mêlés à l'odeur terreuse du sol humide. J'ai souri doucement et j'ai parlé comme à moi-même. Je raconte cette histoire, non pas pour attiser la haine, mais pour vous rappeler qu'être vieux ne signifie pas être impuissant. Nous pouvons encore nous lever, nous battre et nous protéger avec notre intelligence, notre courage et la vérité.
J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles ont commencé à apparaître, scintillant dans le calme. À ce moment-là, il m'a semblé entendre Gérard murmurer. « Tu as fait ce qu'il fallait, Hélène ? Tu as survécu non pas par chance, mais parce que tu ne t'es jamais laissé abattre. » J'ai souri et j'ai répondu doucement. « Je sais, et je continuerai à vivre non pas pour le passé, mais pour ceux qui ont besoin d'entendre cette histoire. J'ai traversé la peur, la perte et la trahison pour apprendre une chose. L'âge ne nous affaiblit pas. Il nous rend plus lucides. Si vous m'écoutez maintenant, peut-être avez-vous été méprisé, blessé ou mis de côté simplement parce que vous êtes un peu plus âgé. Mais rappelez-vous, nous ne sommes pas inutiles. Nous avons simplement plus d'expérience que ceux qui ont essayé de nous abattre aujourd'hui. Je veux vous remercier d'avoir pris le temps de parcourir ce voyage avec moi. Merci d'être resté avec moi à travers chaque douleur, chaque lueur d'espoir et chaque fois que je me suis relevée. Si mon histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire. Dites-moi où vous êtes et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Je veux savoir que les personnes fortes ne sont jamais seules. Et si vous croyez en la justice, en la lumière, en le renouveau humain, veuillez cliquer sur « J'aime », vous abonner et revenir pour les prochaines histoires. Parce que parfois, une seule histoire racontée, un seul mot partagé, peut en sauver une autre.